les gens issus d'une certaine communauté ouest-africaine ont pour film référence un film que l'on nomme Black Micmac. Monsieur Cher Doucouré, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Le papa costumé dans, dans Black Micmac, dans le foyer là-bas, c'est lui. Cheikh Doucouré, on va dire, il fait partie de ces pionniers du cinéma africain, hein. Il a joué aussi au cinéma avec Belmondo. Ah oui, dans le professionnel, oui. Pas tout le monde sait que c'est Cheikh Doucouré qui l'a réalisé, mais qui aussi nous a beaucoup marqué. Ballon d'Or en 94. Black Micmac, Michel Legorgue, Jacques Villeray, fonctionnaire de la prévention sanitaire, doit faire expulser d'un squat insalubre 500 immigrés africains. Ces derniers décident alors de se cotiser pour faire venir d'un pays africain un marabout qui pourra influencer la décision du fonctionnaire. Dans l'avion pour Paris, un jeune Africain, Isaac de Bancolé, profite de la situation pour se substituer au vieil homme. C'est Sotigui Kouyaté qui joue le rôle du marabout. Le casting est fou, hein. Il y a un jeune comédien qui est très connu maintenant en France, qui est souvent à la télé, qui s'appelle Doumbia. Doumbia, il est un peu... Oui, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai tourné avec lui, quand il a vu que c'est moi qui ai fait Black Micmac. Il m'a dit, ça a été mon premier film. Et puis ma mère, tout le temps, elle dit, mon beau couillon, Angata. Black Micmac reste un grand classique. À Matsamba, il faut faire quand même un arrêt sur Matsamba. Et c'est lui qui faisait le mari de Lydie Aïwandé qui cache le médicament et mettre la caméra à l'intérieur d'un foyer africain. Légitimiste, il n'était pas connu encore. Voilà. Je l'ai eu comme policier. Là, vous avez retranscrit dans ce film vraiment les onomatopées que nous avions. Oui. Même les femmes, quand elles font. Ça veut tout dire. En fait, quand vous faites la scène et quand même tu parles en bambara, oui. en fait, vous jouez pas. Non, mais on vivait notre situation. On me parle encore d'une scène dans l'avion que quand le vieux marabout dit mettez l'avion face à la mer. Quelle famille qui critique. Il fait chaud, je vais faire un trou. Et puis le singe, voilà. Le singe. Il a ses papiers. C'est un truc qui a été critiqué aussi. Mais lui, lorsque je lui parle de Black Micmac, il dit ouais, mes frères, trop caricatural. Non. Toi, qu'est-ce que tu penses de ceux qui pensent que ce film a fait du mal plus que du bien? On verra. Avec mon frère, disons-nous les choses. Une émission que je suis régulièrement. Je suis de tout cœur avec lui, je te soutiens et je te souhaite le meilleur pour la suite. On est ensemble. Ensemble pour la campagne de levée de fonds. Yes. On va les avoir. Ouais, on aime bien, mais il faut payer. Ah oui, 15 On est là, on va mettre un petit peu. Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses. Aujourd'hui, émission spéciale. Nous sommes à Gennevilliers. Avec deux hommes. Deux grands hommes. Mais avant de présenter le deuxième grand homme, je présente le premier grand homme. Monsieur Samba Doucouré, Africulture. Comment vas-tu? On va me présenter en premier. Je te présente en premier. Parce qu'il faut le meilleur pour la fin. Ok, d'accord, comme ça. On fait comme ça. Samba Doucouré, journaliste, programmateur ciné, animateur. J'ai un média qui s'appelle Africulture, spécialisé sur les cultures d'Afrique et de diaspora. Je fais de la programmation de films aux ateliers Médicis. Et puis, animateur du Ciné Club Afro, podcast sur les cinémas afro. Et puis formateur aussi au CEPEP.
magnifique. À ta droite, nous sommes avec un grand homme. Dans notre jeunesse, nous avons tous des gens issus d'une certaine communauté ouest-africaine ont pour film référence un film que l'on nomme Black Micmac, qui est juste derrière là. Voilà, attends, est-ce que tu peux nous sortir un peu de... Voilà, sors-nous ça. Voilà. Est-ce que là, on l'a bien l'image là? C'est grâce à lui, hein. Merci. Cet homme est acteur, cet homme est comédien, cet homme est réalisateur. Il a à son actif un certain nombre de films. D'ailleurs, à l'espace Pompidou, il y a peu, est-ce que tu peux nous parler, avant qu'on le présente bien, avant qu'on on le dévoile, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé à l'espace Pompidou? Ouais, il y avait un hommage à Sarah Maldoror, et parmi les films de cette réalisatrice, il y avait Un dessert pour Constance, où le monsieur à côté, Cheikh Doucouré, jouait un des rôles principaux. Le synopsis, ça va vous plaire, hein, parce qu'il n'est pas assez connu ce film, mais c'est deux éboueurs qui trouvent un livre de recettes français et qui apprennent tout par cœur et décident de participer à un jeu de télévision pour connaître les recettes françaises, de la gastronomie française. Et donc on a ces deux éboueurs qui deviennent le temps d'un soir des stars de la télévision française grâce à leur connaissance de la gastronomie française. Vous l'avez compris, nous sommes en compagnie d'un grand homme, Monsieur Cher Doucouré. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Comme je vous l'ai dit, vous avez tous vu le film Black Micmac. Enfin, tous. En tout cas, un certain nombre de personnes. Monsieur Cher, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ça va. Et vous? Ça va très bien. Tous les jeunes? Très bien. En belle compagnie, ça va. Déjà, rien qu'à voir votre visage, il va rappeler tellement de souvenirs à tellement de gens. Tellement de gens vont se dire, mais le papa costumé dans Black Micmac, dans le foyer là-bas, c'est lui. C'est lui. Il ne sait pas utiliser l'appareil photo là. C'est lui. Effectivement. Moi, je ne sais pas comment ça marche la technologie. Samba, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ses œuvres, de ce qu'est Monsieur Cher Doucouré? Cheikh Doucouré, on va dire, il fait partie de ces pionniers du cinéma africain, hein, on peut dire. Hein. En tout cas, parce qu'il est de nationalité guinéenne, un des plus grands noms du cinéma guinéen, avec des gens comme Chak Fantamadi Diarra. C'est un réalisateur qui est arrivé en France dans les années 60, tu me rappelles l'école, tu as fait une grande école aussi de cinéma. Rue Blanche, j'ai fait Rue Blanche, le Conservatoire national de la Rue Blanche. Tu as fait du théâtre? Beaucoup, avec Robert Hossein, Patrice Chéreau, Pierre Mondi. Il a joué aussi au cinéma avec Belmondo. Ah oui, dans le professionnel, oui. Voilà, de la figuration, des rôles, des petits rôles. Et puis, qui a participé en fait à l'écriture de films comme Bako, l'autre rive, et qui est que tu as écrit. Oui, voilà, mais qui est aussi mon aventure. Inspiré de ta vie. Oui, inspiré de ma vie, que j'ai coécrit avec Jacques Chantreux, qui lui a signé la réalisation, puisqu'on l'a fait à deux, il a signé la réalisation. Moi, j'ai joué comme comédien avec Sidiki Bakaba, nationalité ivoirienne, très connu quand même, Sidiki. Et voilà. Voilà, un film sur l'immigration, sur un jeune homme qui traverse la Méditerranée, puis les Pyrénées à pied pour venir en France et affronter le froid, et qui galère parce que il ne s'exprime pas en français, il connaît personne. Et donc, c'est des drames qu'on connaît encore aujourd'hui. C'était il y a 50 ans, ce film. On a également Black Micmac. On en a parlé, évidemment. Mais puis, il y a un autre film que pas tout le monde sait que c'est Cheikh Doucouré qui l'a réalisé, mais qui aussi nous a beaucoup marqué. Ballon d'Or, en 94. Donc, un film qui a maintenant 30 ans. Avec un jeune Guinéen qui rêve de devenir footballeur
vie un peu inspirée de celle de la vie de Salif Keita, donc le grand footballeur malien. Il y a eu aussi Blanc d'Ébène. Ah, Blanc d'Ébène aussi. Blanc d'Ébène. Mais sur la colonisation. Sur les rapports raciaux. Et il y a aussi Paris selon Moussa. Paris selon Moussa, c'est l'expulsion des travailleurs immigrés. Il y en a qui meurent à Roissy. Bon, c'est un film qui a quand même dénoncé pas mal de choses à l'époque. Comment l'expulsion se faisait avec les Africains, la force et tout ça. Il y a eu des décès d'ailleurs. Bon, moi, cette idée m'est venue à partir d'un Malien qui a été torturé dans la Sabena et qui est décédé. Et à partir de là, il y en a eu aussi en France. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un film là-dessus? Et en même temps rattaché à une histoire africaine qui est l'histoire d'une ferme abandonnée en Guinée, la ferme de Dutine. Et à partir de là, cet homme qui venait pour chercher une motopompe pour irriguer donc des champs là-bas, et qui a été malmené à l'aéroport parce qu'on a dit qu'il a dépassé son temps de séjour, qu'il fallait qu'il paye une amende, ce qu'il a refusé. Et on a voulu l'expulser de force et les CRS l'ont abattu. Ben, pas avec un fusil, mais ils l'ont étouffé. Et ce film qui a eu le prix des droits de l'homme en 1997 au FESPACO à Ouaga, et le prix d'interprétation du meilleur comédien que j'ai eu puisque j'ai fait le rôle principal. Et du coup, comment en es-tu venu au cinéma? Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, voilà, tu es de la génération, enfin mon père a peut-être 10 ans de moins que toi. Ouais. C'est-à-dire que tu es vraiment d'une génération où le cinéma, c'était pas quelque chose de familier, en tout cas en Afrique. Non. Toi, de là-bas de la Guinée, comment tu es rentré dedans? À cette époque, je crois que la grande distraction des gens de mon époque, ton père et d'autres jusqu'à l'indépendance, c'était le cinéma. Et à cette époque, les salles africaines étaient alimentées en même temps que les salles occidentales. Okay. Et pour nous, le cinéma, c'était vraiment la meilleure des distractions. À l'époque, il y avait 2 longs métrages par soir dans les salles de cinéma, ce qui fait que nous passions la plupart de notre temps, en tout cas la nuit, au cinéma. Ça durait jusqu'à 2-3 heures du matin, chaque film. Ce qui fait que c'était tellement intéressant pour nous. Et les grands films de cette époque, c'était les westerns et les films de guerre, parce qu'on venait juste de finir la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait pas mal de films là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a eu vraiment l'amour du cinéma. Mais on ne savait pas ce que c'était un réalisateur. Non, ben, on ne connaissait que les acteurs, et on les appelait par leur nom d'artiste d'ailleurs, puisque on ne pouvait pas savoir qui était qui, sauf au cinéma, le nom qu'il portait. Et je crois que c'est là, à partir de là, on a eu la vocation de vouloir faire du cinéma. En tout cas, moi, ça m'a donné l'amour du cinéma à cette époque-là. Je me suis dit, quand je serai grand, en tout cas capable de faire du cinéma, je ferais du cinéma. Et à l'époque, en Afrique, bien sûr qu'on ne savait pas comment on faisait du cinéma. Il y avait quelques comédiens noirs qui étaient en France, qui étaient Bachir Touré. Je ne sais pas, peut-être que les anciens se souviendront de Bachir Touré. Okay. C'était vraiment les comédiens que nous, en Afrique, qu'on connaissait, qui étaient déjà encore un peu dans des films français. Il y avait Ambroise Bia, qui était du Cameroun. Il y avait Bachir Touré, donc, bien sûr, du Sénégal. Il y avait aussi un autre comédien qui était du Sénégal aussi. C'était eux, en tout cas, qu'on connaissait. Et nous, on s'est dit, quand on sera en France, si jamais on y va un jour, on fera du cinéma. Et c'est là qu'est née la vocation, en tout cas chez moi, pour faire du cinéma. Ok. Et en fait, tu arrives en 1964 à Paris, et tu es étudiant au départ. Oui, absolument. Et tu es pris aussi finalement dans le mouvement de mai 68. Ah oui. Mouvement. Okay. C'est quand même un élément aussi important. Parce que mai 68, on pense à Daniel Cohn-Bendit, les étudiants qui jettent les pavés, les petits de la Sorbonne, les jeunes de la Sorbonne, etc. Mais mai 68, c'est un mouvement qui a pris
de toute la société. Les ouvriers, c'est les ouvriers, les étudiants ensemble. Bien Et, sûr. et donc, même moi, j'ai mon oncle qui me racontait que mai 68, ça a eu un impact sur eux, qui étaient les éboueurs. Parce que Absolument. à partir du moment où les gens se sont dit, en fait, maintenant, on a le droit à revendiquer nos droits, etc., même vous, les immigrés, allez-y, revendiquer. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé, eux aussi, à se mettre en grève, les éboueurs maliens, africains de Paris, à revendiquer des droits. Et donc, dans ce sillon-là, euh, ben, certains ont pu avoir accès justement aussi au cinéma, au théâtre, dans ce bouillonnement culturel de mai 68. Absolument. Et à cette époque, moi, j'étais à la Sorbonne. Et nous avions occupé la Sorbonne d'ailleurs. Et on nous appelait les Katangais. Mais ceux qui se rappellent de cette époque, parce que bon, c'était la guerre du Vietnam, et puis il y avait la guerre du Katanga au Congo. Et en ce moment-là, nous, on était les Katangais avec des signes dans le dos, on portait des treillis, on faisait peur d'ailleurs, mais bon. Et à partir de là, on a essayé, nous avons marché de Paris jusqu'à à Boulogne-Billancourt pour aller rencontrer les ouvriers de l'automobile, de Renault et autres. C'était une époque vraiment où il y avait beaucoup de solidarité, parce que les Africains avaient pu avoir le droit de revendiquer, les étudiants, les travailleurs immigrés, les éboueurs, comme tu dis. Et là, en ce moment-là, vraiment, on se donnait la main. Il n'y a pas que les Cohn-Bendit, comme tu dis. Il y a eu énormément de gens comme nous. Bon, eux, peut-être qu'ils étaient connus par les jets de pavés. Mais nous, c'était une revendication qui était beaucoup plus soft, mais on était là. Et bon, on n'avait pas non plus la tribune comme eux, ils ont eu à cette époque. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de solidarité et de manifestations. Je crois qu'à partir de là, d'ailleurs, il y a eu un éveil des immigrés africains par rapport à la politique, par rapport à la situation des immigrés en France. Venons-en au vif du sujet. À moins que tu avais d'autres questions à lui poser, dis-moi. Non, allons-y, continuons. Black Micmac, Michel Le Gorgue, Jacques Villeray, fonctionnaire de la prévention sanitaire, doit faire expulser d'un squat insalubre 500 immigrés africains. Ces derniers décident alors de se cotiser pour faire venir d'un pays africain un marabout qui pourra influencer la décision du fonctionnaire. Dans l'avion pour Paris, un jeune Africain, Isaac de Bancolé, profite de la situation pour se substituer au vieil homme. M. Samba, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce film Black Micmac avant qu'on discute autour de cette œuvre avec notre tonton? Black Micmac, c'était le film de famille par excellence qu'on regardait parce que pour une fois on se voyait nous à la télévision, c'est-à-dire que moi j'avais l'habitude des réunions de famille, d'aller au foyer, et en fait il y avait plein de choses que je voyais dans ce film qui étaient les scènes que je voyais dans ma vie. Et évidemment, en plus, c'est un film très drôle. Vraiment, il y a beaucoup de gags. Et on prenait un plaisir à regarder ça avec soit ma mère, mes petites sœurs, mes grands frères. On connaissait toutes les répliques par cœur. C'était même limite qui va dire en premier la phrase drôle que va raconter les personnages. Je disais tout à l'heure l'appareil photo, mais il y en a plein. L'autre qui cherche dans la terre, quand on influe un truc dans la terre et qui dit oui, tu sais, quand ça tombe chez nous, comment ça pue? Laisse-le, lui, ça a dérangé. Et puis quand elle part, elle dit Angata, gros couillon. C'est mon premier mot de Bambara que j'ai appris, c'est Angata. On y va, gros couillon. Attends, il a dit. Chez nous, là, quand on plante ça, là, on appelle ça fromager. Fromager. Quand la feuille tombe, ça pue, et ça, là, mais on boucle chez nous. On boucle chez nous. Ils font du feu dans la cave et il n'y a même pas d'extincteur. Si, mais c'est l'extincteur. Le nombre de phrases, de trucs. Non, là, juste sur les phrases, on pourrait faire 1 heure. Non, c'est fou. Je vais rappeler un peu la distribution de ce film. Il y a Jacques Villeray qui joue Michel Le Gorgue, Isaac de Bancolé qui joue le rôle de Lémy, Félicité Boissy
Anicette, Daniel Rousseau Rabuto, Koudia Saï Amina, Koudia Saï, Cher Doucouré Mamadou, Jean-Claude Bouillot Bidol, Lydia Ewende Aïda, Philippe Lodenbach Boyer, Pascal Légitime aussi, des inconnus. Tu vois, qui joue le rôle d'un flic. Voilà, le CRS de l'interrogatoire de Lémi. D'ailleurs, quand il est là, il interroge et. Il a dit Akumu. Je sais pas, c'est du patois. On apprenait, moi je savais pas c'est quoi du patois. J'ai appris c'est quoi du patois, voilà. Et lui, il vient dans ta blase, il dit Assis le bambou, assis le bambou, tu vois. Voilà, il y a aussi Sidi Lamine Diarra qui fait le rôle de Ali Sissi, Mohamed Kamara, le rôle de Samba, Pierre Belot, le directeur, rôle très important parce qu'on va en parler de lui à un moment donné. C'est Sotigui Kouyaté qui joue le rôle du marabout. Le casting est fou, hein. Là, tous les noms là, en fait c'est justement moi en m'intéressant au cinéma africain, je me rends compte au fur et à mesure que je dis mais attends, lui il jouait juste un figurant de Black Mic Mac et en fait c'est un grand réalisateur. J'ai dit ah ouais. Moi quand j'ai découvert les films de Mohamed Kamara, je me suis dit mais lui là je vais le teubé là dans Black Mic Mac. En fait c'est un grand réalisateur guinéen. Quand j'apprends que Cheikh Doucouré, parce que je dis ah mais c'est lui qui a fait donc Ballon d'Or. Et Sotigui Kouyaté, voilà, il joue le marabout là, mais que de classiques du cinéma africain. Jacques Villeray, c'est un énorme acteur. Voilà, des fois même des petits rôles. Moi je vois Amadou Gaye qui joue à un moment donné voilà, dans la cuisine, dans le réfectoire, là, la cantine là, des policiers et tout. Et en fait, lui, c'est un grand photographe. La crème anglaise. Voilà, la crème, ouais. Est-ce que tu peux, mon frère, tu peux mélanger le truc et tout. Lui-même, il fait il rajoute sa crème anglaise. Ce petit doigt où il rajoute dessus. Ah, et lui, grand photographe. Amadou Gaye. Ah oui. Et tout le film, c'est ça. Plein de personnages qui sont des gens. Voilà. Mais en fait, on voit que c'est un film qui a fédéré aussi. Des grands noms du cinéma d'ailleurs, africain, la communauté parisienne, quoi. Pour pas te couper, il y a un jeune comédien qui est très connu maintenant en France, qui est souvent à la télé, qui s'appelle Doumbia. Doumbia, il est un peu... Oui. Ah, il joue dedans? Non, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai tourné avec lui, quand il a vu que c'est moi qui ai fait Black Mic Mac. Il m'a dit, ça a été mon premier film. Et puis ma mère, tout le temps, elle dit, mon beau couillon, Angata. Il m'a dit, c'est ça qui m'a donné l'envie de faire du cinéma. Il m'a dit, alors là, tu es mon idole. Et je crois que ça a aussi influencé beaucoup de jeunes immigrés de maintenant à vouloir faire du cinéma. C'est pour ça que Black Mic Mac reste un grand classique. Pour citer encore quelques noms, parce qu'il y a encore des noms, hein. Il y a Rémi Laurent qui joue le rôle de Chabert, il y a Joe Ballard qui joue le rôle de Joe Ballard. Mais les sapeurs, parce que moi, à l'époque, nous ne connaissions pas ça, tu vois. Mais là, maintenant que j'en connais un peu plus sur ça, en fait, tu vois qu'il y avait les grands noms de la SAP qui étaient déjà là. Exactement. Et aujourd'hui, il y a le film de Jean-Pascal Zadi, Prosper, qui aujourd'hui fait un film sur les sapeurs, alors que Black Mic Mac était déjà avant-gardiste par rapport à ça. Les premiers sapeurs, connus en tout cas, c'était Joe Ballard. Il avait même une troupe, il faisait des défilés. Et maintenant, oui, c'est devenu à la mode, alors qu'à cette époque, ils étaient vraiment les précurseurs. Quoi. Et puis, même le présentateur, là, qui est là, qui dit Pascal Zonzi. Pascal, oui. Il joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, et tu sais que je me suis rendu compte, il y a peu quand j'ai regardé le film, je me dis, mais c'est Pascal Zonzi. C'est lui qui faisait le présentateur. À chaque fois, il disait et tout. Tu vois, il faisait toujours... Les moindres trucs, dans la scène justement des sapologues, le concert. Tout à l'heure, je demandais ce que je voyais sur l'affiche. Je vois groupe Empire Bakuba, je sais qui ça. Et puis il me dit oui, mais c'est les chanteurs de la scène. Voilà. Moi, là, je vais montrer le film La vie est belle. Il y a le groupe Empire Bakuba, grand. Oui, groupe avec de le rumba. petit danseur est là. Grand groupe de rumba congolaise. Voilà. D'autres blazes encore. Il y a Franck-Olivier Bonnet qui joue le rôle de le flic Carte. Il y a Claude Debord, Pierre Gage, Eddie Jabès, Jab, Maury Kanté. Qui à un moment donné, oui, Maury Kanté. Et elle a fait l'ouverture même dans un foyer où il chantait pour un baptême. Absolument. Et on a oublié le plus important.
Isaac. Isaac de Bancolé. J'allais en parler. Non, tu l'as laissé pour après. Attends, viens parler. Matsamba, Amarasuma. Ah, Matsamba, il faut faire quand même un arrêt sur Matsamba. Matsamba, c'était dans les années 50. C'était eux qui étaient les grands musiciens africains ici. Matsamba était d'origine sénégalaise. Et il a composé énormément de musique à cette époque. C'était surtout les Begin et autres. Et Matsamba était très très connu. Et là, il est venu dans ce film. Et c'est lui qui faisait le mari de Lydia Iwande qui cache le médicament et le remplit en Il était trop fou. Ah, il y a eu des grands noms dans Black Micmac, c'est vrai. Matsamba, j'en étais là. Amarasuma. Marc François, Bernard Tixier, Marc-André Brunet et Pascal Nzonzi. Mais, tonton, comment as-tu intégré, comment as-tu fédéré, comment est né ce film en fait, la genèse? La genèse. Et une amie de cette époque, Monique Hano, dont le mari est un grand réalisateur, Jean-Jacques Hano. Et elle qui a vécu longtemps au Cameroun, elle est partie de bébé presque au Cameroun, où elle a vécu presque une grande partie de sa vie. Et Monique Hano était rédactrice en chef du Cahier du cinéma en France. Son mari qui faisait de la réalisation. Et mon film Bako, et il y a eu un peu de polémique là-dessus au niveau du réalisateur. J'avais fait ce film avec Jacques Champreux, qui a signé comme réalisateur. Et moi, je jouais avec Sidiki Bakaba, qui est un cousin aussi. Et Sidiki et moi, on s'entendait très, très bien et sur le plateau. Et on jouait en bambara, quoi. Et finalement, Jacques Champreux a signé la réalisation, ce qui était tout à fait normal. Et après, on a été invité au FESPACO en 1979. FESPACO, qui est le festival du cinéma africain, très connu d'ailleurs à Ouagadougou. C'est le festival en Afrique. Voilà. Et là, on disait il faut mettre le film en compétition et c'est l'Africain qui aura le prix si jamais il y a un prix, parce que c'est donné à l'Afrique, c'est un cinéma pour les films africains. Et Jacques Champreux a dit non, c'est moi le réalisateur et si on ne me donne pas le prix à moi, je ne veux pas mettre le film en compétition. Et on a dit, mais non, mais Cheikh Doucouré, non seulement c'est un film sur sa vie, il est co-auteur, il est comédien, ce serait bien que le prix aille à Cheikh Doucouré. Il a dit non. Il a dit non, mon film, je le présente comme français, puisque je suis de nationalité française, et le film a ma nationalité. Bon. Ousmane Sembène, qui était quand même un des plus grands du cinéma africain, a dit, bon, monsieur, c'est dommage parce que ce film a toutes les chances d'avoir un prix. Si vous refusez, vous privez Cheikh Doucouré d'un prix qu'il mérite. Bon, il y a eu polémique. Et le film français avait repris ça un peu. Et c'est là que Monique Hano me contacte. Pour me dire, bon, si je vais parler un peu de cette histoire entre Jacques Champreux et moi. C'est là que nous sommes connus. Et bon, il y a eu des projets. J'avais un documentaire que je faisais en Afrique. J'avais invité Monique Hano et son mari, pas Jean-Jacques Hano, son deuxième mari, qui sont venus avec moi en Afrique, en Guinée. J'avais fait un film sur un lac sacré, un documentaire. Bon. Et après, Monique Hano me dit, ce serait bien qu'on fasse un film sur un comédien américain vivant en France qui s'appelait Eddie Constantine. Okay. Et il faisait des polars, et il était très connu en Afrique, dans toute l'Afrique. Il dit, bon, si on faisait un film sur Eddie Constantine, et c'est un jeune Africain amoureux du cinéma, et surtout des films de Eddie Constantine, et s'il se prenait lui pour Eddie Constantine. Donc on va aller en France sur la trace d'Eddie Constantine, et lui se fait appeler Eddie. On dit d'accord, mais au départ, moi, en tant que comédien, Monique
a donné l'écriture à d'autres personnes. Il y avait des Africains romanciers, tout ça, mais elle n'était pas satisfaite de ce qui était écrit en tant que scénario. Bon, après, elle me dit, mais Cheikh, ce serait pas mal si toi aussi tu essayais d'écrire ce scénario. Après, écoute, elle me donne l'idée en disant, on va l'appeler Le Nègre Blanc. J'ai dit, ah, c'est pas un bon titre. Nègre Blanc, ça va repousser d'autres. Voilà. Et puis, bon, et dans l'histoire d'Élie Constantine, dans ses aventures, on ne rentrait pas dans les foyers. J'ai dit, écoute Monique, est-ce qu'on ne peut pas, pour une fois en tout cas, mettre la caméra à l'intérieur d'un foyer africain? Parce que les gens passent devant, mais ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur du foyer, comment on vit. J'ai dit, bon, là, nous, Africains, en tout cas, moi, j'avais vécu dans un foyer, à la rue Riquet, je te l'ai dit, au 19 rue Riquet à l'époque, dans les années 64. J'ai dit, mais comment ça se passait dans ce foyer-là? C'était très important, puisque nous avions recréé l'Afrique. Nous avions nos marabouts, nos forgerons, nos restaurants et tout. Et il faut qu'ils aillent voir qu'est-ce que c'est qu'un foyer africain. J'ai dit, oui, mais ça n'intéresse personne. J'ai dit, écoutez, laissez-moi écrire le scénario, vous verrez si ça vous va ou pas. Monique a dit, bon, ben, on peut essayer. Et c'est en ce moment que Thomas Gilou, qui a réalisé le film, qui était un jeune réalisateur sorti de l'IDEC, à l'époque, l'Institut national du cinéma, et qui avait fait un film qui s'appelle La malice de la girafe, qui avait beaucoup intéressé Monique Hano. Et Monique lui a dit, bon, je te donne la réalisation de ce film à Thomas. Et Thomas et moi, bon, à partir de cette idée du foyer, nous avons commencé à écrire. Alors, on était installés dans Château Rouge, des fois jusqu'à 2-3 heures du matin, pour voir ce qui se passe. Et comme moi, mon père était un marabout, je connaissais déjà la pratique des marabouts. Et à partir de ce moment, on a dit, bon, essayons de trouver le sujet, foyer qui était menacé à cette époque, parce qu'ils ont renouvelé les foyers, ils ont voulu casser les anciens foyers. Alors donc, bon, c'était une façon de contrôler aussi l'immigration et qui vivait dans ces foyers modernes. Alors que dans ces anciens foyers, on recevait n'importe qui, enfin, on recevait, c'était la solidarité, quoi. Bon, je me rappelle, quand je suis arrivé en France, je ne savais pas où aller, et ils m'ont accueilli donc, dans ce foyer de la rue Riquet. On mettait dans les travées des lits, là. Je me suis dit, c'était notre solidarité et il ne fallait pas négliger. Ça a permis d'empêcher qu'on ait des tas d'Africains dans les rues. Quand voilà. j'étais petit, on ne voyait pas d'Africains par clochard. Un clochard africain, non. Ça n'existait pas. Non. On en voyait, c'était très rare. Et en fait, parce qu'il y avait les foyers qui permettaient d'être un sas pour contenir la misère, en fait, finalement. Et puis il y a une partie de l'histoire de France, parce que la manière dont tu as voulu impliquer vraiment les foyers dans le scénario, ça fait écho aussi à la lutte exactement. des gens, enfin des Africains sans papier qui ont manifesté dans les rues même pour avoir les mêmes droits que tout le monde. Ah ben, quand j'ai fait Paris sur le Moussa, c'est sur l'occupation de l'église Saint-Bernard. Et c'était les Africains qui avaient occupé dans le 18e l'église Saint-Bernard. J'ai fait Paris sur le Moussa en fonction de ça. Et celui qui a assisté à l'occupation de Saint-Bernard, quand il est rentré en Afrique, c'est lui qui a été étouffé à la frontière parce qu'il avait dépassé son temps de séjour. Mais voilà, parce que nous, on a, je ne dis pas une irresponsabilité, mais on a aussi ce droit de parler de l'histoire de France en fonction de notre communauté, en fonction de ce que nous vivons. Et à partir de là, bon, voilà, c'est pour ça, les foyers, c'était Pasqua à cette époque, ils ont voulu casser les foyers pour mieux contrôler justement les Africains dans ces foyers modernes. Et l'idée du Black Micmac, pour moi, venait de là, parce qu'un simple parcours pour Élie Constantine, je me suis dit non, il y a des vrais problèmes. Parlons de ces problèmes-là. Parce que, attention, c'est bien Black Micmac, on s'amuse bien, mais en même temps, il y avait des choses profondes qui fait que, moi je me souviens bien dans les critiques du film,
il y a un critique de cinéma qui a dit « Cheikh Doucouré nous a pris pour des cons. » Parce qu'on rigole, on rigole, on rigole. Et à la fin du film, on voit que ce sont les Africains qui ont le dernier mot. Et alors que nous... bon. Et c'était ça. Parce que la façon de nous montrer, ce n'était pas forcément... à l'époque, c'était les Black Panthers. Ce n'était pas ce qu'on voulait. Mais on voulait dire qu'il y a des vrais problèmes. Mais ces vrais problèmes, nous y tenons. Il faut en parler. Il faut que les Français sachent aussi ce qui se passe. Mais on n'est pas là non plus avec un fusil pour leur dire écoutez-nous. Mais ils rentraient dans notre jeu et ils se sentaient bien. Et c'est comme ça. Black Micmac reste quand même un grand classique. Et à l'époque, j'ai eu la chance, puisque comme je faisais du théâtre, je suis sorti aussi d'une école de cinéma. J'avais commencé à travailler. Et j'ai connu beaucoup d'Africains. Légitimistes, ils n'étaient pas connus encore. Voilà. Et je l'ai eu comme policier et bien d'autres. Mais c'était ça aussi, notre communauté. Il fallait représenter la communauté noire, pas forcément africaine, même antillaise, parce qu'il y en avait pas mal qui étaient dedans. Et il fallait parler de ça. Et c'est comme ça. Et puis des Français, parce que Jacques Villeray, à l'époque, était quand même assez connu. Il avait déjà fait la soupe aux choux. Oui, en 83. Voilà. Avec Louis de Funès. Exactement. Mais bon, tous ces gens-là ont adhéré, mais bien sûr que grâce aussi à Monique Cano, qui, elle, était déjà productrice, connaissait bien le milieu. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire Black Micmac. Et Fechner, c'est lui qui a produit. Fechner, c'est un producteur français dans les années 80 qui était très très connu, qui avait fait pas mal de films qui ont fonctionné à l'époque. Et c'est Pierre Fechner qui a produit le film avec Canal+. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Sidiki Bakaba, qui lui me disait que lui, il avait été déçu parce que le scénario initial de Black Micmac était plus ambitieux que cela et que lui finalement comment l'idée de faire un truc qui tourne au ridicule un peu, ça l'avait pas trop emballé. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il joue pas dans le film. Est-ce que il y avait un autre scénario que celui-ci qu'on a aujourd'hui de Black Micmac? T'as souvenir de ça? Le seul scénario qui avait été envisagé, c'était d'aller sur la trace d'Elie Constantine. C'était une espèce de parcours de cet Africain qui pensait que lui aussi, il est l'incarnation d'Elie Constantine. Pour moi, ça n'avait aucune valeur. Parce que c'était comme un inspecteur de police, en fait. Moi, personnellement, mais c'est vrai que un film, chacun a sa vision. Même moi, on m'a dit, oui, Black Micmac, comment est-ce qu'on peut montrer l'eau dans un foyer en disant l'inspecteur. Bon, ils pensaient qu'on prenait les Africains comme des idiots. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Mais ils avaient une réponse à tout. Mais bon, à l'époque, c'est vrai que ceux qui se revendiquaient intellectuels africains ont pris parti contre, bien sûr. Et ça ne m'étonne pas que Sidiki, à cette époque, puisse dire que ça ne l'a pas intéressé. Je peux comprendre parce que Sidiki, ayant fait avec moi Bako, qui a été quand même l'un des meilleurs films encore sur l'immigration, et qui le reste d'ailleurs, c'est l'immigration clandestine, ce n'était pas dans la vision de Sidiki. Mais il me revient pas qu'on ait demandé à Sidiki de tourner dans ce film. Je ne pense pas, non. Isaac, qui lui à l'époque débutait, et c'est comme ça qu'on a trouvé Isaac, et on n'avait pas de titre du film. C'est comme on se réunit, on discute. Et vous avez fait un casting où vous saviez déjà qui allait jouer quoi? Non, on a fait un casting et le casting, bon, on me demandait, puisque c'est moi qui connaissais le milieu africain, et puis aussi, c'est des gens que j'ai amenés comme Sotigui Kouyaté, que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé. Pascal Zanzi. Oui, c'était son premier film. Oui, mais au théâtre, bon. Black Micmac, c'était son premier film? Oui, au cinéma, oui. Okay,
il y avait aussi Pascal Zonzi, celui qui fait le journaliste, et qui lui essayait. Parce qu'il y a beaucoup de ces comédiens qui viennent du théâtre. Puisqu'on faisait du théâtre, il y avait aussi du théâtre radiophonique. On en faisait beaucoup. C'est là que moi j'ai rencontré Pascal Zonzi et des émissions radiophoniques sur les histoires africaines. C'était diffusé où C'était diffusé en France. Sur quelle radio? Sur France Culture. Ok. France Inter et France Culture. Et on faisait beaucoup d'émissions parce que c'était des auteurs africains qui avaient écrit des nouvelles ou des pièces de théâtre et qu'on jouait aussi radiophoniquement. Et c'était très, très à la mode, les émissions radiophoniques. Et c'est comme ça que la plupart de ces comédiens-là se sont rencontrés, des Pascal Zonzi et bien d'autres. Alors, il était plus facile pour nous de faire un casting par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Lydia Ewande, qui était quand même une très, très grande actrice camerounaise qui nous a quittés il y a 2 ans, hélas. Il y a Mat Samba aussi. Félicité Ouassi. Il y a Félicité, qui était aussi jeune comédienne à l'époque. Et voilà, on se connaissait et la distribution pour nous était beaucoup plus facile. Et comme moi, on me faisait confiance, et comme j'ai écrit la plupart, parce que ce scénario, je l'ai écrit avec Thomas Gilou, qui lui l'a réalisé. Et puis, bon, on a eu des conseils de Monique Cano. Et après, on a pris des gagman qui sont venus pour des histoires de gags, parce qu'à l'époque, c'est pas seulement que de faire un film, il fallait que le film il marche. Alors dans ce cas, il y avait beaucoup d'ingrédients qui venaient pour se rajouter. Tu parles de gagman, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent tiens, là on peut mettre une blague, là on peut la jouer comme ça. Voilà. Ça, et même par rapport au dialogue, comme on le disait, il y a des dialogues, le gagman. Bon, la plupart des dialogues comme Morocouillon, tout ça, venaient de moi, parce que ça, c'est des termes très africains. Mais eux, ils en avaient d'autres. Et c'est comme ça qu'eux, ils sont venus en tant que des co-auteurs, même pas tout à fait, mais qui avaient la participation. Mais le scénario réel, c'était Thomas Gilou et moi qui avions travaillé là-dessus. D'ailleurs, on avait fait toute une Bible, on aurait pu faire 3 Black Micmac. Et par rapport à ce qu'on avait écrit. Ah oui, absolument. Et c'est comme ça que l'idée est venue, c'est comme ça. Mais moi, je me suis dit, attention, parce que si on analyse bien Black Micmac, ceux qui disent non, et c'est pas que le gag. Regardez, un fonctionnaire de la ville de Paris qui doit aller casser un foyer arrive à devenir l'employé d'un Africain comme Eddie et qui l'amène en Afrique. C'est ça. Mais les gens n'ont pas compris. Ils croyaient que par la violence, on peut arriver ou des revendications. Et c'est en ce moment, parce que chaque fois qu'il y avait quelque chose pour casser le foyer, il y avait autre chose qui venait, qui faisait qu'on ne le faisait pas. Le fonctionnaire que j'avais photographié donc, à la mairie de Paris, à la préfecture, bon, c'était Jacques Villeray. Et à la fin, il devient quoi, Jacques Villeray? Il quitte la fonction administrative et il devient le marabout blanc qu'on amène en Afrique. C'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de formidable. Parce que ceux qu'on vient pour chasser, ils vous prennent comme leur employé. Mais les gens n'ont pas compris. Mais je pense qu'un film est fait aussi pour ça. En plus, il y a une romance derrière tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celle qui avait été utilisée pour draguer Jacques Villeray dans le film, elle tombe amoureuse de lui. Voilà. Et à la fin, lui-même, il quitte ses fonctions pour aller se mettre avec lui. Voilà, pour se mettre avec lui et dans la limousine. Puis, quand il va taper le policier avec le bateau, parce qu'elle est sans papier, voilà, il va prendre sa défense alors que... voilà. Et puis, il y a même là cette scène de crème anglaise. Bon, il a mangé la crème anglaise avec les cheveux et tout ça. Et il devient amoureux, fou amoureux. Mais il y a une scène que moi j'ai écrite qui me revient souvent. À la préfecture de police, quand ces 2 jeunes femmes arrivent pour le chercher, coucou, ils lui mettent la main. Il dit, mais c'est toi qui as dévergé ma soeur? Non, pas moi. Si, c'est toi qui as dévergé. Moi, je n'ai déversé personne, moi. Merci. Bon, c'était des approches.
Et c'était une génération aussi de jeunes femmes africaines qui ont vécu ici ou qui sont nées ici, qui ont une façon de dire, on va le prendre en main, on va le travailler et il va nous suivre. Et c'était ça. Mais en plus, elle joue par la suite. Elle joue oui, elle est dans le deuxième Black Micmac, oui. Mais elle joue dans un film récent. Là. Elle n'est pas dans Les Misérables par hasard. La maman dans Les Misérables. Oui, mais Félicité, elle a fait beaucoup de films. Le film, mais on va rechercher. On va retrouver. Mais d'ailleurs, justement, tu parles de sortilèges et tout. Moi, un truc qui nous avait vraiment beaucoup marqué à l'époque, c'était le marabout Diaby versus le marabout de Camoré. Et nous, on était toujours dans le truc il y a le vrai marabout escroc, et le faux, et le vrai, celui qui est le pieux, etc. Et c'est vrai qu'en revoyant le film, je me suis dit, bon, en vrai, même celui qu'on disait le faux, marabout Diaby, en vrai, peut-être, je crois que ça marche son truc en fait. Évidemment, les deux ils sont complémentaires en vrai. Mais parce que moi j'ai toujours vu comme l'escroc, mais en vrai, ça a fonctionné. En fait, lui, il croit au marabout de toute façon. C'est pour ça qu'il arrive à faire, on peut appeler ça business, parce qu'il connaissait les vrais marabouts lui. Et il arrive, il réussit quand même, parce qu'à la fin il dit, si le foyer n'est pas cassé, c'est grâce à moi. Mais en fait, c'était le vrai marabout qui était là. C'est ce que je disais, un jour, j'étais dans l'avion, je partais en Afrique, il y avait plein de marabouts qui étaient dans l'avion. Il y a un qui dit, dis donc, la façon que tu nous as montré, nous, c'est notre gagne-pain. Après, il dit, bon, en fait, tu as une excuse parce que tu as montré un vrai et un faux marabout. Alors, nous, on peut se placer comme des vrais bons marabouts. Voilà. Il a dit, mais le faux marabout, c'est vrai que ça nous arrive quelquefois qu'il y a des gens qui viennent nous demander de la sous-traitance. Mais je crois que c'était ça. Il fallait que les Africains se reconnaissent dedans. Et comme tu disais, vous étiez jeune, vous n'avez pas connu l'Afrique, mais les parents connaissaient ce qui se disait, ce qu'on faisait. Voilà. D'ailleurs, il y a eu Mokobé l'avait fait un tu m'as volé le Marabout Diaby. Voilà, mais t'en parlais tout de suite. Tu connais le rappeur Mokobé de la mafia. Bien sûr. Lui-même, il a fait un morceau. Oui, Mokobé, oui. Voilà, qui s'appelle Marabout Diaby. Voilà. Il a repris de ça. Mais oui, mais c'est à partir de Black Micmac qu'ils ont pris tout ça. Mais je crois que c'est toute une génération. C'est encore un sujet, on pourrait faire des séries. Ah oui, on pourrait faire des séries, parce que ça, c'est encore un truc qui, même entre nous, on ne sait pas vraiment. On sait qu'il y a beaucoup de darons beaucoup de mamans qui vont voir des marabouts. Mais après, qu'est-ce qui se passe vraiment ça, c'est un truc, pour le coup, qui n'a pas du tout encore été exploré, quoi. Et que lui, il a déjà... mis un pied dedans avec... Mais en fait, c'est des pratiques que certains qualifieraient de mystiques qui n'ont jamais été dévoilées. Même en comment dire, dans des discussions en off, enfin en on, même les gens n'en parlaient pas. Il y a eu l'affaire Pogba. Voilà, l'affaire Pogba. L'affaire Pogba où le marabout a été invité à la télévision. Mais personne n'avoue d'aller voir un marabout, mais tout le monde y va. C'est ça. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie aussi de notre croyance. Et ça, on ne peut pas casser ça. Parce que si on casse, quelque part, on casse notre culture. Mais c'est caché. Parce que là, on dit, si tu avais fait ça, le marabout t'aurait aidé à devenir ça. Mais puisque tu ne l'as pas fait, donc, tu n'as pas été voir le bon marabout. Mais voilà, nous... c'est une suggestion personnelle, en fait, cette histoire de marabout. Bon, je ne dis pas qu'il y a des faux, hein. Il y en a qui ont la culture de l'islam. Il y a aussi des féticheurs, puisqu'on dit à tout le monde marabout. En fait, le marabout, c'est l'islam. Le féticheur, c'est le côté sombre. Mais tu fais bien de soulever ces deux aspects, parce que depuis les années 2000, il y a l'islam qui a pris un très grand pas dans les quartiers, notamment chez les minorités, et du coup... C'est vrai que le côté marabout, en tout cas, si on s'en réfère au texte de l'islam, c'est des choses qui sont illicites. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce film-là a mis en avant ces pratiques-là, mais c'est vrai que dans les années 2000, il y a beaucoup d'Africains qui, à un moment donné, se sont écartés de toutes ces pratiques de marabout. Exactement. Du coup,
beaucoup de marabouts type marabout de Camoré, c'est-à-dire beaucoup de gens qui disent voilà, moi On je n'y vais croit pas pas. demander les cheveux, je Ben, vais pas demander les trucs de ramasse quelque chose de sa famille, de machin, mais ils font juste avec le Coran, oui, des formules les qu'ils écritures écrivent, saintes, quoi. voilà, de l'eau. Et ça, pour le coup, ça diminue pas. Ça, c'est quelque chose qui Non, continue. non, mais les gens. Il y a, des gens qui font des roquias, etc. Mais- Enfin bon, il y a plein de... Non, mais on peut voir maintenant, même en Afrique, les présidents, ils ont tous, on les appelle peut-être des conseillers, mais c'est des marabouts qu'ils ont. Mais quand vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des religions en Afrique, toutes les religions sont derrière les présidents. Parce que si vous n'avez pas soit quelqu'un de l'église ou quelqu'un de la mosquée, les gens, ils ne votent pas pour vous. Mais là, comme on sait que c'est eux qui drainent quand même beaucoup de gens de la population, moi je vois en Afrique de l'Ouest, chaque vendredi, tu vois le président qui est à la mosquée, entouré de pas mal de gens, bon, ou au Cameroun, à l'église. Mais je crois que cette pratique est toujours là. On ne peut pas ne pas la voir, même si on est ici en Europe. La pratique, elle est toujours là. Hein. Les papas. Toi, les papas dans le foyer, là. T'as vu, moi-même, il y a des onomatopées, là. Tout à l'heure, tu l'as évoqué. Toi, en tant qu'Africain né en Afrique et venu en Europe étudier à la Sorbonne, mais tu es resté intrinsèquement, enfin de manière intrinsèque, tu es resté africain. C'est-à-dire que le combat des Black Panthers aux États-Unis, tu le voyais, mais tu te disais, mais c'est pas nous, c'est pas nous, mais on comprend. Après, il y a eu aussi les Black Panthers en France qui ont repris le nom des Black Panthers des États-Unis, mais c'était pour chasser les skins. Oui, les skinheads. Et du coup, là, vous avez retranscrit dans ce film vraiment par exemple, les onomatopées que nous avions. Oui. Même les femmes, quand elles font. Ça veut tout dire. Voilà, vous avez vraiment retranscrit ce que. Quand on acquiesce, et quand on les c'est tout un lexique. Ben voilà. Et là, quand donc au foyer, quand ils sont d'accord, il y a un qui n'a pas compris, il dit mais qu'est-ce qu'il dit? Tais-toi, c'est parole de marabout. Oui, ces réunions oui, voilà. où en fait on fait un peu l'arbre à palabre où tout le monde est autour, etc. Tout le monde est à égalité. Et puis bon, quand quelqu'un parle, on acquiesce, on valide son propos. Parfois, il y en a qui vont être choqués, donc on va changer le truc, mais c'est aussi une manière populaire finalement de... Voilà, mais en fait, ces papas, ils ne jouaient pas. Parce que oui, en fait, quand vous faites la scène et quand même tu parles en bambara, ben oui. en fait, vous jouez pas. Non, mais on vivait notre situation. Ouais, c'est ça. On vivait notre culture, ce qu'on a vécu toujours. D'ailleurs, il y a un film que j'ai fait qui s'appelle Blanc d'ébène, qui hélas n'a pas très bien marché. Mais c'était la relation de l'instituteur qui dit nous, on ne va pas aller défendre la France en 1943 alors que nous sommes, nous, l'esclave de la France. Et ce film qui s'appelle Blanc d'ébène, et là-dedans, il y a un représentant français qui vient dans un village africain et qui dit « Vous aimez la France ?» Et les Africains, oui, les villageois disent « La France, elle vous aide. La France, elle vous aime. Mais la France, elle va vous demander quelque chose. Elle va augmenter les impôts. » Bon, les onomatopées, c'est ça. On acquiesce ou on est contre par des gestes. Tu vois, même chez nous, d'ailleurs, il y a tellement de choses. Bon, on peut aller loin. Quand quelque chose, on prend du bonbon. Un bonbon qui... Et quand c'est un peu... Mais ça, c'est très africain. Bon, moi, je suis content qu'il y a des jeunes comme vous qui êtes nés ici, qui ont vu des parents agir de cette façon et qui comprennent mieux Black Micmac que ceux qui sont venus avec une revendication politique et tout ça. C'est vrai que Black Micmac, il y en a qui m'ont dit « Oh oui, pourquoi tu montes le foyer? Il y a aussi des docteurs africains. » Je dis « Oui, mais
regardons d'abord ce qui se passe. Ce sont des gens qui ont complètement recréé l'Afrique par rapport à leurs besoins. Et ça aussi, on ne peut pas rejeter ça, quoi. Le foyer, bon, il y a des bijoutiers. Quand tu vas acheter des bijoux dehors, dans un magasin, bon, c'est très cher, mais le forgeron, il est là, il te fabrique ton bijou. On dit, il n'y a pas d'instincteur, mais il a un seau d'eau. En cas de... Voilà. En fait, les foyers, on reproduit le système de Quand il dit rentrer dans les foyers parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et que l'autre dit, mais en fait, ça ne nous intéresse pas. Mais en fait, parce que ils ne savent pas que... en fait, eux, ils ont une vision monochrome des immigrés. C'est-à-dire que comme ils voient qu'on fait tous les mêmes, ils faisaient tous les mêmes métiers, donc c'est-à-dire ils sont éboueurs, ils font la plonge, la sécurité, et ouvriers. Donc ils disent, bon, en vrai, qu'est-ce qui va être intéressant? On va avoir plein d'ouvriers. Alors que non, ça c'est ouvrier, ça c'est officiellement. Mais tous ces gens-là, ils ont des métiers, ils ont des spécialités. Il y en a, il y en a même des médecins, c'est-à-dire des gens qui savent te replacer ta cheville ici, ça les déplacer, qui savent... en fait, qu'on la science parce que ils sont instruits. Les rebouteux. Il y en a qui sont des imams. Oui. Et en fait, il y a plein de métiers. Il y en a qui sont commerçants. Oui. Et en fait, quand ils retournent dans le foyer, finalement, ils font leur spécialité, ce sur quoi ils sont doués, ils vont le faire à l'intérieur du foyer. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, après je te laisserai prendre la parole, c'est que en fait, l'histoire de l'Afrique et l'organisation africaine, elle est méconnue. C'est-à-dire que eux ont cru que nous sommes là et que les Africains ne sont pas organisés, alors qu'il y a tout un système hiérarchique. Exactement. C'est des couturiers de la haute couture, qui font des choses Chris Sédou et autres. Oui, bien sûr. Mon grand-père Aboubacar Saraloro, premier du nom, il était tailleur à l'époque au Mali. Mais voilà. Et il était grand respecté. À Tambacounda, après, ils sont venus au Sénégal. Donc, des forgerons qui vont te faire des bijoux, et il est taillé dans les coffres des foyers. Et là, avec l'extincteur, en fait, c'est parce qu'il forge des bijoux. Pour revenir tout simplement au restaurant. La restauration, les Africains qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ça coûtait combien? 5 €, même pas. Le fameux poulet frit. Bon, tu venais, on te donnait 2 €. Et à la fin, même ceux qui ne sont pas africains allaient manger parce que c'était... Et là, la cuisine se faisait devant vous. Ce n'était pas quelque chose de... Les femmes, elles étaient là, elles cuisinaient, tu voyais, tu commandais. Et pour 3 fois moins, si ce n'est pas 4 fois. C'est ça aussi qu'on a créé chez nous. Mais c'est ça que les gens... Je ne comprenais pas un truc. C'était que quand j'allais donc chez mon oncle et qu'il dit, bon, va prendre à manger. En fait... Quelle que soit la taille du récipient, il me dit c'est un plat. Tu vois, tu viens, pour la même somme, ils remplissent ton plat. Quel que soit tu ramènes un truc comme ça, tu ramènes un truc grand comme ça, ils te le remplissent à chaque fois. Et moi, c'était un truc que je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi, normalement, en fonction de la quantité, il y a le prix, machin. Mais non, en fait, c'est... 4 fois l'assiette, 5 fois l'assiette, mais là, tout d'un coup, le plateau est... voilà. Tu vois, mais parce que les gens savaient se ravitailler, savaient... Parce que nous, on n'était pas... dans le business de dire, bon, il y a des taxes, tout ça. On ne payait pas de taxes au foyer. Donc, les choses ne pouvaient pas coûter beaucoup trop cher. Et les femmes qui faisaient la cuisine savaient où se ravitailler. D'ailleurs, elles recevaient des poulets, des cartons de poulets de Rungis qui leur coûtaient rien. On envoyé acheter de la viande au foyer. Et voilà. Et où on avait des abattoirs. Il y a tout, boucherie, abattoir, il y a tout. Les poulets. Tout est là. Et voilà. Mais on disait que c'est insalubre. D'ailleurs, c'est pour ça dans le Black Memory, un salubre, c'est pas un salubre. On ne connaît pas. Bon. Mais je vais me... Ensemble, je vais vous remémorer quelques scènes et vous allez me dire ce que vous en pensez. La scène où le marabout arrive dans l'avion et que Isaac de Bancolé lui vole sa djellaba et il se retrouve dans le métro à errer. Et tu sais, quand j'étais petit, j'avais envie de pleurer. Parce que je me disais, il est là, il est en train d'errer dans le métro et sur les affiches, il place, des signes. Son étoile pour pouvoir retrouver son chemin. Il est malin quand même, il a réfléchi. Un système et tout. Voilà. Mais il ne savait pas que le lendemain, les gens allaient venir et coller d'autres affiches. Donc, du coup, tout le film, il a la magnifique que vous ayez retenu.
moi j'ai écrit cette scène-là. Mais tout simplement, je me suis inspiré de quoi? Je me suis inspiré d'un livre, Le Petit Poucet. Quand le petit poucet se perd dans la forêt, cailloux, ouais. il met des cailloux. Et lui, comme il ne sait pas que les affiches sont remplacées, alors il fait des croix. En disant, ça c'est mon repère. Mais quand il arrive... mais c'est exactement ça. Et puis, on me parle encore d'une scène dans l'avion, que quand le vieux marabout dit, mettez l'avion face à la mer. Tu te rends compte, on me dit ça. Voilà. C'est des histoires vraies, ça. Mais ce sont des histoires que moi j'ai tellement vécues. Bon, je me dis, bon voilà, comment on peut imaginer? Pour lui, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut faire face à la Mecque pour prier. Mais les gens qui sont dans l'avion, ils ne savent pas. Quand il dit ça, et les gens me disent, mais comment tu as eu cette idée? Non, c'était comme ça, mais tout me venait, en tout cas, en tant que scénariste africain, naturellement, puisque je l'ai écrit avec Thomas Gilou, qui lui ne connaissait pas du tout ces pratiques africaines. Il y a une autre scène qui m'a... Parce qu'en réalité, on a évoqué plein de scènes déjà, tu vois. Mais voilà, si vous en avez certaines que vous avez envie d'évoquer, je vous en prie. Quand maintenant Isaac de Boncolé, il arrive à Paris, il est devant la Tour Eiffel comme ça, loin, il dit « Je suis vraiment à Paris !» Tu peux vraiment parler. Tu vois, et tu te rends compte que c'est le rêve. Et la boîte de nuit. Quand justement il sort du métro, il arrive à Belleville. Et là, ils mettent la musique chinoise. Ah oui. Et je me dis, où je suis. Mais en même temps, je veux dire, effectivement, t'es un Parisien, t'es un Africain, t'arrives dans un que les quartier, Chinois. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Lumière. Et dans le restaurant de sa tante, là, la cuisinière qui critique tout le temps, elle dit « Quelle famille !» Tu vois, qui critique. Et puis, il fait chaud, je vais faire un trou. Mais tu sais qu'il y a eu une histoire comme ça. Il y a eu des contrôles, souvent dans des restaurants. Il y a eu un contrôle sanitaire dans un restaurant africain. Et ils sont arrivés, ils ont dit « C'est pas Black Micmac. » La femme rit. Non, c'est contrôle sanitaire, c'est pas Black Micmac. Ben, c'est que ça a même marqué des générations de flics, Black Micmac, qu'on a dit, mais voilà. Et puis, le singe, voilà. Ouais, le singe. Ça, Il a ses papiers. Ça, c'est un truc qui a été critiqué aussi. Mais, oui, mais encore récemment, il y a la viande de brousse. Il y a encore des gens qui vont à Château-Rouge pour essayer de trouver de la viande de brousse, des animaux. Mais surtout le singe, des pays du Congo, tout ça. Mais c'est tout à fait normal. Mais alors quand le singe, là, il a ses papiers. Ben oui. Mais il y a beaucoup qui m'ont critiqué par rapport à ça en disant il ne fallait pas montrer ça. Mais à plus vous montrez, vous cachez des choses, plus ça devient gênant. Mais moi, j'ai voulu, soyons nous-mêmes, qu'on soit d'accord ou pas, soyons-nous. Et c'est comme ça que moi, j'ai travaillé sur Black Micmac, bien sûr, en collaboration avec d'autres. Bien sûr, on n'écrit pas seul un scénario, mais on donne des idées. Moi, ces idées-là, par rapport aux Africains, m'incombaient, parce que Thomas, il n'a jamais mis les pieds en Afrique, il ne sait pas ce que c'est. Monique Anne aussi, elle y a grandi, mais bon, ce n'était pas elle qui dirigeait l'écriture. Mais je dis qu'à partir de là, si nous, ce n'est même pas une question de fierté ou quoi que ce soit, d'être ce que nous sommes. C'est tout, c'est ça le plus important. Mais quand on dit non, mais les Blancs, ils vont nous critiquer, ceci, cela. Black Micmac, je crois que c'est un film à sa sortie qui a vraiment très, très bien marché. C'est bien les Noirs que les Blancs. Justement, je vais parler un peu des nominations. Black Micmac. César en 1987, sélection César de la meilleure première œuvre. Oui. Musique originale de Ray Lema. Et le film se clôture sur le son de chanson de Les Jaloux Saboteurs de Maître Gazonga, édité sous le nom de Ahmed Gazonga. Mais je suis parti à Kinshasa, tu n'es pas chez moi. Non, magnifique. Et puis, encore dans cette boîte de nuit, quand tu es félicité, séduisait Villeray, il dit, t'as vu les courbures de hanches là?
Ah, le blanc là, ce soir, hein. Mais c'était ça. Même ils font le ventilateur. ventilateur. Ah, regarde le ventilateur. C'est ça. Personne ne montrait ça dans des. Youssou N'Dour qui avait sorti l'immigré, cette chanson. Et bon, oui. Tu vois, il y a même des gens qui se sont sentis gênés par cette scène du ventilateur. Dire, mais attends, comment ça vous avez montré? Ils étaient contents, mais il y en a qui se sont sentis gênés. Et puis il y avait un blanc qui dansait mieux le ventilateur que le noir. C'est un Sénégalais à chapeau là qui. Moi je me souviens de la scène aussi de Isaac de Moncollet qui à un moment donné il est face à un sapeur. Mais je crois que c'est Joe Ballard. Non, pas un autre. Un des amis de Joe Ballard. Il voit Isaac de Moncollet en jean, il dit mais je comprends pas ceux qui portent des jeans. Mais c'est pour les mécaniciens. Et ça m'a choqué. Ah oui, j'ai dit. Et à cause de ça, même des fois, je n'osais plus mettre de jeans. Je me disais, c'est pour les mécaniciens, donc on met pas de jeans. Oui, mais il y a encore un truc. Il dit, toi, quand tu dors, tu portes quoi? L'autre dit, je dis, oui. Quoi, c'est quoi, Jimmy? Je suis nu. C'était des gars comme ça, il y a des dialogues formidables. Et puis ce qui est quand même intéressant, c'est que du coup, il y a même si alors, on va dire oui, mais il y a les clichés et tout, mais en même temps, il y a la diversité. C'est-à-dire qu'on va chez les Congolais, on va chez les Sénégalais, on va partout. On montre différentes. Mais même les Français. Le foyer, on voit qu'il y a des ambiances qui sont complètement différentes. Cet inspecteur qui tombe dans les pommes, qu'est-ce que j'ai mangé? Ouais, j'ai mangé du mafé. Je crois que c'est le mafé. Tu sais que c'est la première. Dans ma marmite. C'est la première fois qu'on voyait dans un film qu'on citait. Parce que la communauté malienne, sénégalaise, ouest-africaine était très invisibilisée. C'est-à-dire comme si elle n'existait pas alors qu'elle était là. Et du coup, c'est la première fois qu'on voyait des scènes qu'on retrouve chez nous. C'est la première fois qu'on voyait même des noms de plats. Oui. Et du coup, voilà, on était. Et l'humidité. J'ai trouvé un œuf. C'est humidité, non? La prochaine fois, je trouverai un crocodile. Heureusement qu'il n'y a pas de baignoire, sinon on aura des crocodiles. Donc en fait, il y avait un mélange entre. Tu sais que lorsque la communauté ouest-africaine a vu ce film, il y avait un mélange entre. Ah, on est content, mais on a honte. Tu vois, moi, j'ai oui, voilà, c'était ça. Ils ont quand même montré nos trucs là. Ah oui, les gens vont quand même se moquer. Voilà, c'est ça qui a joué sur des gens qui n'étaient pas pour, en disant, mais ceux qui disent c'est la vérité, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ni à montrer. C'était ça. Alors qu'en fait, ce qui a fait le succès de Black Micmac, c'est que nous sommes vrais, nous sommes restés nous-mêmes, quoi. Il y a une scène aussi qui m'avait marqué, c'est la scène où maintenant, lorsque, dans le quartier je crois, de Félicité, enfin en tout cas, voilà, il y a une descente de flics, tu vois, et tout le monde court. Et du coup, maintenant, ils sont tous attrapés, garde à vue. Et là, c'est là qu'on voit Pascal Légitimus aussi dire bon, c'est quoi, c'est pas toi, je ne comprends pas, tu vois. Akumu, tu vois. C'est là aussi, on voit la scène où il y a un papa avec des gros yeux rouges là. Et il est là, on lui dit, mais monsieur, vous n'avez pas vos papiers? Il dit, mais comment je vais faire? J'ai ma fille, on va vous être expulsé. Il dit, mais mes enfants sont là et tout. Et cette scène, tu sais que le papa là, elle m'avait fait tellement mal. Ben oui, mais tu es un Camerounais. Et je me suis, voilà, après c'est là aussi Isaac de Moncollet. Bon, moi c'est, je comprends pas. Oui, mais parce que là, même à présent, c'est ce qui se passe actuellement. Les expulsés algériens, par rapport à ce que nous sommes, nous, si on ne nous accepte pas tels que nous sommes, bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de situations comme ça qui fait que nous, bon, voilà, c'est ça. Ça n'a pas été... Moi, je n'ai rien inventé. J'ai vécu, comme tu dis, c'est comme si on ne jouait pas. C'est des situations que je connaissais et je me suis dit, bon, on y va. Par exemple, voilà, ce que je dis, l'Algérie aujourd'hui refuse les expulsés. À l'heure où on parle là. Pourquoi? Parce que dans les ambassades, ils ne donnent pas de possibilité pour dire que tel est ressortissant algérien, on n'en veut pas. Et c'est ça, Black Micmac, c'est ça, on dit, il ne faut jamais dire d'où tu viens. Alors, on dit, tu viens d'où? Afrique? Bon, Congo. Oui, Congo. Congo. Et puis, il y a une situation qui m'est arrivée, moi. J'avais tourné dans un film américain ici. Le type, celui qui a fait West Side Story, Robert Wise. J'ai tourné dans un film avec Robert Wise. Ici, moi, j'avais un rôle. Et il y avait un figurant français qui était là, qui me disait, ah, toi, il y en a content, hein? Toi, il y en a rôle. Ah, il t'a dit ça? Ah oui, pendant tout le tournage. Il venait le matin, il me dit, ah, toi, il y en a content, hein? Toi, il y en a rôle. Bon, ça a agacé un autre figurant.
il lui dit, mais Y'en a marre, il le prend par le col, il dit, si toi, il y en a parlé comme ça, moi, il y en a cassé la gueule. Alors, deux blancs qui, parce que lui, il était tellement en colère. Et ça m'a tellement fait rire. Je l'ai repris. Toi, il y en a foutre ma gueule. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Parce que le gars, là, tous les matins, il me disait, toi, il y en a content, hein, toi, il y en a rôle, ceci, là. Et l'autre français qui lui dit, si toi, il y en a parlé comme ça, moi, il y en a cassé ta gueule tout de suite. Et c'est ce que j'ai repris dans Black Myth. Mais j'allais te parler de cette scène, tout de suite. Bah, tu vois, tu me lances dessus. Bah, voilà. Parce que cette scène, en fait, elle fait écho aussi à... Voilà, il y a différents types d'Africains. Enfin, il y a différents types de statuts d'Africains. Fils de ministre. Voilà, fils de ministre, exactement. Tu vois, là, il rentre un fils de ministre qui après lui ouvre les portes plus tard. Parce qu'il l'aide en lui donnant un papier dans la main, en lui disant... Mais parce qu'on n'aime pas que l'Africain soit intellectuel ou qui parle d'avocat. Alors l'autre qui a joué, il dit, bon, maintenant, moi, je ne suis pas intellectuel, mais je te fais sortir de prison. Mais il faut prendre le contre-pied des choses, mais tout en étant vrai. Moi, je n'ai rien inventé. Oui, il y a ce truc, en fait, finalement, qui est beaucoup dans le film, où, on va dire, l'Africain va faire semblant d'être bête. Et donc, en fait, comme tu vas voir le blanc qui a un sentiment de supériorité, donc il pense qu'il vaut plus. Donc l'autre se dit, bah, en fait, je vais jouer là-dessus. Je vais faire semblant que je suis plus bête que je suis pour passer entre les... Mais regarde, un exemple dans le film. Les deux femmes noires dont l'une tombe amoureuse de Jacques Villeray, qui à un moment donné parle devant lui. C'est dire, elle parle devant lui, et lui il comprend pas tout ce qui se passe, mais elle est en train de le manipuler. C'est dire, pour dire qu'à un moment donné... Non, mais nous on n'est pas là, tu peux pas tomber amoureux de lui. Là tu viens de me rappeler le salon de coiffure. Oui. Choco. Quand ils font le débat sur ouais, moi tiens, je commence à être un peu noir et tout, et elle a dit, ah non... Moi, reste couleur locale. Exactement. Exactement. Mais nous, cette actrice d'ailleurs. Au Courrier, elle est retournée au Sénégal. Elle avait tourné quelques films. Et puis j'ai perdu sa trace. Et oui, il y avait plein. Le thème, il était déjà là. La question de est-ce qu'on se ce qui s'est fait éclaircir la peau, bien sûr. Il y a tout ça. J'ai soulevé le débat par rapport à tout ça. Mais les gens n'ont pas toujours compris. Ou en tout cas, maintenant, avec le recul, je crois que les gens... Mais justement, on va parler de ça, parce qu'il nous reste 10 minutes. Les incompréhensions et aussi de ce que tu fais aujourd'hui, et même où en sont certains aujourd'hui. Puis tout à l'heure, on l'évoque. C'est-à-dire les incompréhensions et le fait que certains disent comme quoi Black Micmac, pour en avoir parlé avec un gars à moi qui s'appelle Essimi Mevouégué, voilà, ton collègue de Ciné Club Afro, qui lui, lorsque je lui parle de Black Micmac, il dit ouais, mes frères, trop caricatural. Non, c'est trop caricaturé les. Donc c'est pour ça qu'un de ces quatre, on va faire une émission avec toi-même, on va s'asseoir là pour qu'on en discute avec lui. J'aurais aimé qu'il soit là aussi même. Mais bon, s'il avait été là, il aurait été trop, tu vois. Mais bon, quoi qu'il en soit. Mais voilà, Samba a fait son porte-parole. Il a parlé de ce que Sidiki a dit. Sidiki pensait exactement ce qu'il disait, la caricature, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça moi, je Black Micmac, en fait, c'est la caricature. Ça nous caricature. Du tout. Moi, je me dis, comment il s'appelle ce réalisateur américain, juif, très connu en France d'ailleurs. Mince. Il est plus connu en Europe qu'en Amérique. Celui qui a prend l'oseille et puis on s'en va. Bon, enfin, il est dans tous ses films. Je crois qu'il a réussi à parler de la communauté juive en Amérique, c'est-à-dire en montrant les travers même des juifs d'Amérique. Et c'est ça qu'il faut faire. Si tu te prends trop au sérieux, personne ne viendra te voir. Et que si on parle encore de Black Micmac, parce que moi je me suis dit, il faut dire les choses vraies. Mais il ne faut pas dire tout le temps avec violence ou suffisance. Parce qu'on peut arriver à dire les choses et à les mémoriser parce qu'on est vrai. Parce que moi, je me suis dit, la fin du film veut tout dire. Ce fonctionnaire, ce faux fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui démissionne et comprend comme un marabout. Et à la fin, tu vois cette musique. Ben, pour moi, ça veut tout dire. Toi, qu'est-ce que tu penses de ceux qui pensent que ce film a fait du mal plus que du bien? C'est la situation
de tout un chacun. Moi, en tant qu'auteur, je me suis dit que ça m'a fait du bien de parler de ça. Je crois que si c'était si mauvais que ça fait peut-être 1 heure de temps qu'on en parle et qu'on est bien en parlant. Mais je crois que si ça avait été sans intérêt, vous ne serez même pas déplacé pour dire on va en parler. Moi, c'est ça. Mais toutes les œuvres humaines, il y a des moments où il y a des contres. Mais moi, je crois que je ne peux pas aller contre. Ceux qui disent que, bon, il y a un complexe dans chacun de nous à un moment. Mais moi, je crois que voilà, quand tu montres l'eau en disant un secteur, voilà, il y en a qui ont trouvé ça. C'est se foutre des noirs. En fait, c'est logique. Parce que lui, il a sa forge. S'il y a quoi que ce soit, il éteint. Mais je crois que c'est ça qui fait que moi, ça ne me dérange pas du tout. Ce film, bien au contraire, je suis très fier et content de l'avoir fait, écrit, et aujourd'hui d'être encore content d'en parler, puisqu'on en rit encore. Je relève un mot que tu as prononcé, c'est complexe. Est-ce que on n'est pas issu de communautés, même d'une ethnie ou même de peuple, parce que généralement le peuple noir, certains membres de ce peuple ont des complexes, comme beaucoup, mais des complexes vis-à-vis de si on montre la réalité, si on montre une réalité dans laquelle nous vivons, vis-à-vis de l'homme blanc et de sa civilisation, il y en a qui ont honte de comment dire, que l'on montre. Ils veulent qu'on montre que des trucs valorisants. Voilà, c'est des trucs valorisants, genre, voilà. Tu sais, genre on a du matériel, on a des voitures, on a ci, on a ça, mais les côtés rudimentaires de notre culture, et même les côtés... Et puis l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de la survie. Parce qu'il y a un complexe des Noirs vis-à-vis des Blancs et vis-à-vis d'autres par rapport au fait que l'histoire est écrite par les vainqueurs et qu'on a toujours rabaissé la population noire et maintenant il y en a qui ont des... Pourquoi ces femmes-là vont se blanchir la peau? Et Cheikh en parle beaucoup aussi dans son agriculture, comme quoi ce complexe... Mais Aimé Césaire qui a dit ces gens qui n'ont inventé ni la poudre, ni quoi ça, vous voyez tout ce qu'on peut faire. Il y a Sarah qui le dit dans un des circonstances. Oui, nous on arrive. Et c'est pour ça, un des circonstances, on arrive à faire ce qu'on a voulu. C'est là où Sidiki, ce qu'il a dit là, il est un peu en faute. Parce que quand on a fait un des circonstances ensemble, on était très contents. Et lui, il était là. Et des Africains, éboueurs, qui connaissent les recettes de la cuisine française occidentale et qui arrivent à gagner, moi je trouve que c'était un revirement. C'est formidable. Et Sarah Maldoror, on ne peut pas la taxer de ne pas être sérieuse, elle a toujours été, mais quand elle arrive à faire un film comme ça, avec des gens comme Jean Bouise, mais c'est ça qui est formidable. Parce que nous, on a l'impression qu'on n'est rien, on sait tout, en tout cas beaucoup de choses. Et c'est là où moi je me dis, c'est la malice même de l'Africain qui n'a aucun complexe, puisque moi je n'en ai pas, et encore bien moins que ceux qui pensent qu'ils savent tout. Quand on parle, on sait tout, c'est qu'on est un menteur. Celui qui sait, qu'il dit qu'il sait, il dit vrai. Celui qui ne sait pas et qui dit qu'il sait, est un menteur. Tu te souviens? Bon, mais ça résume tout. Voilà. C'est pas tort non plus. Hein. Mais tu vois, en réponse de ce que tu viens de me dire, mais c'était ça. Tu as vu, aujourd'hui, il y a le film Frantz Fanon qui est sorti, avec Jean-Claude Barny, Alexandre Bouillet et d'autres encore. Et Frantz Fanon, il a sorti un livre qui s'appelle Peau noire, masque blanc, qu'il a écrit à l'époque. Et ça peut faire un écho à ce que je dis par rapport au complexe des Noirs, vis-à-vis des autres, en tout cas par rapport à d'autres. Parce qu'on sait que malheureusement, l'Occident, les chefs de l'Occident ont fait en sorte qu'il y ait des échelles de valeurs, genre des échelles de civilisation, si puis-je dire. Genre, il y a une civilisation qui est meilleure que d'autres, alors qu'en vérité vrai, lorsqu'on lit, lorsqu'on se renseigne, et c'est là où je pense que Black Micmac, certains l'ont mal pris, dans le sens où lisez, renseignez-vous. Mais oui, ça devient monoélectique. C'est-à-dire que le bien, le bon, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui, il y a des Africains qui disent, mais qu'est-ce que les Blancs vont nous amener la démocratie en Afrique? C'est quoi la démocratie? C'est leur façon de penser qui peut être la démocratie. Mais la démocratie africaine, elle existait déjà. Mais c'est là où il y a la polémique.
Mais moi, je me dis, oui. Déjà, même les droits des femmes, les mandingues. L'excision, tout ça. Il y avait déjà des lois qui étaient établies avec, des articles, avec l'Empire mandingue au XIIIe ou XIIe siècle. Ben oui. Donc, ils nous parlent de droits des femmes et que les femmes. L'émancipation. La charte de Kukamfuga, j'ai fait un film là-dessus. Okay. C'était le droit des femmes et elles étaient déjà au pouvoir, les femmes. Mais je ne sais pas si vous suivez le truc africain. Ils ont voté, je crois, la semaine dernière en Gambie, que les femmes doivent être excisées. Alors qu'on avait interdit. Bon, vous voyez la polémique. Les gens qui disent oui, qui disent non. Mais je crois que c'est ça. Mais il faut suivre son chemin. Tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon. Mais c'est selon comment on reçoit les choses qu'on se dit c'est bon, c'est pas bon. Mais pour moi, Black Micmac reste un grand classique, un film vrai, sincère, et que moi je dis que je n'ai aucun complexe vis-à-vis de quoi que ce soit. Ma culture, je l'ai à moi. Je l'ai montré aussi dans d'autres films. Et je crois que c'est ça le plus important. Il y a eu Black... On va vraiment terminer, après, parce que je sais que tu as envie de rebondir. Il y a eu Black Micmac 2. Quelle était ton implication? Il n'y a pas eu Black Micmac 2. Moi, il m'a pas eu, je ne l'ai jamais vu, même, avec Éric Blanc, avec d'autres acteurs qui figurent dans le film. Toi, rapidement, qu'est-ce que tu en penses de ce film? Non, mais je ne pense pas, parce que ce n'est pas un film africain. C'est-à-dire que ce scénario a été écrit par un Français qui avait adapté la situation de Black Micmac à une situation qui avait été dans les années 50. Il avait écrit ce scénario qui était que des immigrés italiens qui étaient venus travailler en France avaient gagné au loto et le ticket était perdu. Alors, mais ça n'avait rien à voir avec les Africains et on a adapté vite fait une situation africaine à cela et qu'on a donné le nom de Black Micmac 2 qui était complètement nul. Moi, j'ai commencé à travailler sur le scénario, mais quand j'ai vu que la façon, Albert Cantor, quelque chose comme ça, qui dirigeait ça, j'ai dit non, moi je croyais que c'était... Je te dis, on a fait une Bible, tu peux faire 3 Black Micmac. Alors, et ils se sont détournés de ça pour faire ce Black Micmac. C'était un peu pour surfer sur la vague. Non seulement surfer, mais attention, mais c'était quand même... Bon, Monique, si tu m'entends, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand un film marche bien, au CNC, vous avez une aide par rapport aux entrées. Et comme Black Micmac a très très bien marché, et elle voulait récupérer de l'argent, et elle a balancé Black Micmac 2 pour pouvoir profiter de... Et qui tenait rien du tout, mais je trouve que c'est pas bien parce qu'on avait commencé une œuvre qui était très très bien et ça a été complètement gâché avec ce truc de Black Micmac 2. Mais est-ce que, parce que tu as eu, pour t'expliquer la genèse de cette émission, c'est parce que Samba, je ne sais pas si je l'ai dit au début de l'émission, mais en tout cas Samba, on discute au téléphone et je ne sais plus comment on en vient à parler de Black Micmac et je lui dis frérot, Black Micmac... Il me dit, mais j'étais avec Cher Doucouré il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un truc avec lui. Je dis, quoi? Il dit, lui, il faut qu'on fasse un Disons-nous les choses avec Cher Doucouré et qu'on parle de Black Micmac. Parce que c'est vraiment voilà, le film qui nous a marqué, tu vois. Et moi, la question que je dois te poser, c'est aussi vrai que dans la musique, il y a des ghostwriters, tu vois, des gens qui écrivent et qui ne sont pas cités et qui sont en mode fantôme. Est-ce que toi, dans Black Micmac, tu as été un ghost réal, un ghost scénariste? Est-ce que tu es crédité en tant que personne qui a apporté sa contribution entière à ce film? Parce que sans toi, le film ne se fait pas. Moi, je crois que ça, celui qui s'est tiré vraiment la couverture à lui ou à elle, c'était Monique Hano qui a quand même produit ce film parce que Isaac aussi, c'était la révélation, qui a eu un César d'ailleurs du meilleur espoir. Je crois que c'est eux qui ont eu vraiment... Et je suis content moi aussi d'avoir mis en lumière un comédien jeune, un comédien africain comme Isaac pour avoir le César, même si après, bon, il a été récupéré parce qu'on avait dit c'est le comment on appelle? Non, pas le Sidney Poitier, l'autre
qui fait rire à l'Amérique là. Eddie Murphy. Voilà, que c'est le jeune Murphy africain, tout ça. Mais c'est pas ça. Mais moi, je crois que nous devons continuer à faire notre chemin. Et quoi qu'on dise, qu'est-ce qui se passe? Il faut le faire. Il faut le faire avec soi-même. Alors, tu vois, moi, accrédité, l'émission qu'on est en train de faire là, maintenant, on parle de Black Micmac, moi je suis là, je parle de mes souvenirs, tout ça. C'est quelque chose de formidable pour moi. Et qu'il y a des jeunes qui n'ont pas connu l'immigration en tant qu'immigrés, que ce sont les parents qui sont venus et qui commencent à voir, oui, mon père, ma mère a ri de ça et ça. Et pour moi, c'est ça, Doumbia là, qui est quand même connu maintenant, et qui me dit tout le temps, ben, c'est Black Micmac, ma révélation. Et puis, quand ma mère voyait ça, allez, Ankatara, mon couillon. Il m'a dit, mais moi, je comprends. Mais ça m'a fait tellement plaisir, rire. Ben, c'est ça. Et quand on a tourné ensemble, il me voyait comme si j'étais bon, mais c'est pas ça. C'est pas ce que je recherche. C'est cette communication, c'est cet héritage qu'on laisse. Maintenant, 80 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est là dernièrement. Mais t'es en forme. T'es pas... ouais. 80 ans, t'es en forme. Je ne sais pas si tu as l'habitude de traîner sur TikTok, mais tu sais qu'il y a une réplique qui a été beaucoup utilisée par les jeunes ces dernières semaines. Non? C'est ça joue les riches et ça n'a pas de sous. Le Charman, il a dit ça dans une de ses émissions. Et puis les jeunes ont repris. Et à un moment donné, il y a le compte Mémoire Diaspora qui a mis l'extrait du film où ça dit ça là. Donc c'est quand Mère Aïda paye le taxi. Parce que l'autre il disait oui c'est moi le chef et tout. Il a dit ouais le taxi arrive et dit bon bah qui va payer la note du taxi. Et l'autre lui il dit ça joue les riches et ça n'a pas de sous. Et là elle sort l'argent et elle donne au taxi. Et là les jeunes ont dit ah mais c'est une vraie scène de film. Et vraiment, voilà. Donc, mais je crois que Black Micmac a amené tout ça. C'est des dialogues que nous avons laissés et qui seront souvent répétés. Parce que c'est du vrai. Et d'ailleurs, cette scène, là, quand il arrive... Ah oui, il dit, ma tante, elle voit la Tour Eiffel depuis son restaurant. Et là, il regarde l'adresse et il voit sa Château Rouge. Et là, il arrive et dit, mais je vois pas la Tour Eiffel. Il dit, bah, monte sur comment ça s'appelle, Montmartre. Montmartre, peut-être que tu la verras de là, mais... et au foyer, quand il ne veut pas reconnaître sa tante, parce qu'il a pris le truc du marabout, il dit, mais c'est mon neveu, ça. Non. Mais il y a tout ça, tu vois, même quand il arrive au foyer avec la moto, il fait le fou. Mais tu dis, mais le fou, c'est quoi ce truc? Je descends dans la cour. Alors, c'est après il est à terre. Mais gars. Mais moi j'ai passé au pied nickelé. Mais c'est ça le cinéma. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, et qui se prennent trop au sérieux et bon. C'est difficile. Le cheval à le braque, il m'a dit de vous aider. mais moi, j'ai entendu beaucoup de marabouts dire des choses comme ça. Et j'ai lutté toute la nuit contre ce méchant, toute la nuit. Mais je suis fatigué. En fait, c'est de la connerie. Les vrais marabouts ne disent pas ça. Mais des marabouts comme Isaac, oui. Mais du coup, Isaac, pour finir. Aujourd'hui, on sait que... il a une carrière assez épaisse, c'est-à-dire on a pu le voir, il a été rêvé dans Black Micmac. Il est dans Panther aussi. Voilà, dans Black Panther, j'avais cité, Vanille Fraise, Ghost Dog, La Voix du Samouraï, avec Forest Whitaker, The Limits of Control, Black Panther. Et là, le prochain, dans le biopic sur le docteur Mukwege. Oui, ok, d'accord. Le prochain film, il va incarner le docteur Mukwege. Magnifique. Toi, quand tu vois tout ça, quand tu vois là où ça l'a emmené, ben oui, et que c'est de tes mains, tu vois, tu as écrit ça comme ça, là, jusqu'à 3h du matin, Château Rouge. Ben oui. Vous l'avez intégré aujourd'hui. Mais attends, il y a une scène que je n'ai pas pu tourner qui me reste un peu dans ce restaurant chez Mère Aïda. Il y avait un groupe d'Africains aussi qui faisait chanter les restaurateurs. Alors tu payes sinon, parce qu'au Château Rouge, ça se fait. Tu payes, sinon on brûle ton restaurant. Alors, Mère Aïda dit, ah non, moi je ne paye rien du tout,
bon, les gens viennent pour payer son restaurant. Et le restaurant de Mère Aïda, en bas, il y a un mur de 5 mètres de hauteur. Alors, ils viennent pour essayer de brûler le restaurant. Et ils essayent de monter au mur. Ils n'arrivent pas parce que c'est trop haut. Il y a un qui vient, qui rentre dans le restaurant et il dit, quelqu'un a des allumettes ici? Tiens, il prend les allumettes, il va pour brûler. On dit, mais ça sent l'essence. On t'a dit de brûler avec le gasoil, c'est moins cher. Bon, c'est des scènes comme ça moi, qui m'ont fait tellement rire. Et je n'ai pas pu monter dans le film. Parce que, et ça, tu aurais fait ça à un Africain. Ils auraient dit, mais ils sont cons. Parce que lui, il n'a pas pu monter le mur. Il traverse et il vient demander des allumettes au restaurant. Mais ils prennent des Noirs pour qui bon, il y a des... Bon. Moi, je ne me prends pas au sérieux. Moi, je dis... J'ai fait un film, Paris sur la Moussa. Bref, c'était des Africains qui s'attaquaient aux zoos de Vincennes. Ils disaient qu'ils vont entrer aux zoos avec les... Bon. Les Africains, c'était la chasse. Une scène de chasse à Paris. Il fallait attaquer les animaux. Et ils montent sur les grilles du zoo. Il tire la porte qui n'avait pas été fermée. Les autres qui sont en haut, ils disent, mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour ouvrir? Mais c'était ça. Mais moi, je me dis que, oui, il y a des... Ces grands marabouts, toi, tu es un grand sorcier, hein, tu as pu ouvrir ça. Alors que non, ce n'était pas fermé. Au lieu de commencer à l'ouvrir, ils se sont dit, on attaque quand même, c'est de l'interdit. Alors, il faut passer par l'interdit. Alors qu'il y avait quelque chose de plus simple. Alors, moi, je trouve que c'est ça, la vie. C'est mon cinéma. Voilà, dans Black Micmac, c'était un peu ça aussi. Tu vois, nous, pour finir, pour de vrai, parce qu'il faut qu'on finisse, ça fait 1h30 là. C'est 1h30 qu'on est en train de parler, tu vois. J'ai fait un épisode dans Disons les choses qui s'appelle oh là là, Est la revanche des Ouest Africains. Par rapport à tous les stéréotypes qui étaient véhiculés sur les Ouest Africains. Et donc j'ai fait une table où j'ai réuni pas mal de gens issus du Mali, du Sénégal, de la Guinée. Et du coup, dans mon introduction, je parle de Black Micmac. Je veux dis que c'est le seul film où on existait. Où nous étions. On a eu Fatoula Malouane. Ah, c'est ça, Fatoula Malouane. Qui nous a fait aussi. Ça, oui, mais ça nous a fait du mal. Ça. Oui, voilà. Ça, pour le coup, ça vraiment, ça nous a fait du mal. Même si, moi, je me souviens à l'époque, il y avait des scènes, je reconnaissais, je disais, ouais, les trucs, machin. Mais après, on allait dans des choses que, bon, bah, pour le coup, nous, on ne connaissait pas. Et puis, en fait, la différence, c'est que Black Micmac, même s'il y a beaucoup de gags, on sent que c'est quelqu'un qui aime les Africains, quelqu'un il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. C'est pas du rire méchant. On sent qu'il y a beaucoup de... Et c'est pour ça que moi, quand j'ai revu le film à plus adulte, je m'étais dit, mais c'est impossible qu'un Français blanc qui n'a pas vécu dans ce milieu-là ait pu écrire ce film-là. Et je me disais, il y a un truc, je sais pas qui, mais c'est pas possible. Et après, bah, j'étais très heureux de découvrir que c'est mon oncle. Oui, voilà. Vous êtes découvrir. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand Samba m'a demandé de faire l'émission avec vous, avec toi, et j'ai dit, ah bon, mais puisque c'est toi qui me le demandes, sinon je ne le fais pas. Comme je te dis, là, mes aventures qui m'étaient arrivées, avec d'autres qui étaient venus, et puis qui n'ont même pas dit merci, au revoir. Je me dis, non, là, lui, moi, toi, si on a... Je ne demande rien, moi, rien. Mais après, le temps qu'on a passé ensemble, là, pour parler, c'est quelque chose qui est formidable pour moi. Et qu'un simple bonjour après, ça me fera plaisir, parce que je me dirais, ils se souviennent de moi. Mais quand les gens viennent, ils prennent, ils s'en vont, et tu n'as plus, je ne connais pas ni leur nom, ni leur visage, c'est dommage. Parce que là, au moins, si je ne parle pas avec Black, avec toi, Samba, comme il m'appelle souvent, il me dit, alors tonton, comment tu vas, tout ça. Nous, on est en famille, on est bien. Mais moi, je parle de ça tout simplement, je ne demande rien. Je pas... C'est la première fois qu'on s'est assis aux ateliers Métis et qu'on a discuté. Le premier sujet que j'ai abordé, c'est, bon, faut qu'on explique c'est quoi cette histoire de C, de K là. Pourquoi tu es doucouré avec un K, toi? Ben oui, mais je dis oui, mais parce que c'est la colonisation. Et là il me raconte son père qui venait de Caille aussi, comme ma famille. Voilà. Et qui est parti s'installer en Guinée. En Guinée. Et puis, bah, les doucourés de Guinée. Et c'est K au
en Côte d'Ivoire, c'est K. Mais au Mali, au Sénégal, à Mauritanie, c'est A5C. Voilà. Mais c'est le truc, comment on appelle ça, les administrateurs, celui qui écrit, soit il prend avec un C, soit il prend avec un K, et ça reste. Et du coup, moi je connais aussi des gens avec qui j'ai grandi, qui sont tes cousins d'ailleurs, Boro Doucouré et Ladji Doucouré. Ladji Doucouré qui a été champion olympique. Oh là là, la discipline. 110 mètres haies. Voilà, 110 mètres haies, 2 fois d'affilée, me semble-t-il, tu vois. Et du coup, tout ça, là, les Doucouré, vous êtes puissants, quoi. Doucouré puissant aussi. Mais attention. On va faire une émission entière là. On n'a pas le temps là. Mais en Afrique de l'Ouest, les Doucouré, ça veut dire quoi? Ça veut dire guerrier. Nous étions des guerriers et on louait nos services en nous battant pour. Et après, ils ont récupéré aussi l'islam. Alors, ce qui fait qu'on a les deux pouvoirs. On a le pouvoir guerrier, on a le pouvoir religieux. C'est ça les Doucouré. Mais l'origine vient du Soudan. C'était les Dinga. L'origine vient du Soudan. Et puis bon, oui, les Doucouré, c'est des vrais guerriers, quoi. Mais bon. En tout cas, sur ces mots, on a passé un très bon moment. Et moi, je tiens vraiment à dédicacer un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fodje Marega. Je lui ai dit venir s'asseoir là, mais vu que il était là à l'émission des Dis-nous les choses, est-ce la revanche des Westaf? Donc je vais te l'envoyer comme ça, tu vas voir un peu. Et c'est l'homme qui est derrière tout ça. Qui a permis cette émission. L'homme qui a permis cette émission. Il a un projet qui s'appelle Together View, où il interviewe les entrepreneurs. Tu vois, c'est son but, c'est à un moment donné de mettre en lumière des entrepreneurs. Et il a aussi un autre projet qu'on a ensemble qui s'appelle Ménage and Harmony. C'est sur les couples, c'est-à-dire débattre de la situation, des problématiques que rencontrent les couples, tu vois. Et du coup, cet homme-là, moi, je dis qu'il faut l'applaudir. Applaudissons-le, c'est lui qui est derrière tout. Les Marigas, on les trouve en Guinée, au Mali. C'est aussi une communauté puissante. Hein. C'est des gens, les Marigas, c'est des gens de culture aussi. Et là, salut. Voilà, en plus, voilà. Mais en tout cas, moi, merci d'être venu. Merci de m'avoir fait passer encore un moment de plaisir, de joie et de rire en votre compagnie. Et puis savoir que vous qui êtes né ici ou venu très jeune, hein, que vous avez compris ce que je voulais faire, la communication que je voulais avoir avec vous. Et là, je vous en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous ne pouvez pas me faire plus de plaisir que ça. Peut-être que dans certains temps, 10 ans après, quand ils vont regarder cette émission, ils vont dire, mais qui était Cheikh Doucouré? Et ça, c'est quelque chose de puissant pour moi. C'est pas que dans Black Micmac, mais la discussion que nous avons en ce moment-là, dans 20 ans, je ne serai plus là, bien sûr, je suis persuadé, mais que des jeunes pourront me découvrir, moi, Cheikh Doucouré, avec vous, qui j'étais. Vous ne pouvez pas me faire plus de plaisir que ça, parce que vous me faites exister, vous faites de moi quelque chose d'éternel, et je vous en remercie beaucoup. Sur ces merci, mots, merci à vous. On ne peut qu'applaudir notre voilà. Donc, dis-nous les choses, émission spéciale, ainsi s'achève cette émission aux commandes, Monsieur Fodje, Monsieur qui Together View, Ménage and Harmony. J'étais avec l'expert, Monsieur Samba Doucouré. Il fallait qu'on s'assoie, parce que moi j'aime bien emmener des experts, des gens qui savent de quoi ils parlent. Et du coup, Monsieur Doucouré, voilà, je loue ses compétences. Et merci à toi, merci d'organiser toujours ces émissions où on dit les choses, on se dit les choses. Mais vous avez raison, il faut continuer. C'est ce que nous, on a souhaité quand on est arrivé dans ce pays-là. Moi, je suis venu à pied, sur la mer, et aujourd'hui, je me dis, laissons derrière nous des jeunes. On a planté des graines, et c'est vous qui êtes ces graines-là. C'est vous qui ferez pousser ça, et sans complexe, en disant nous sommes fiers d'être français, noirs ou autres. Mais non, vous êtes des êtres avec les intellects, et avec la culture. Voilà, c'est ce qu'on a voulu, et c'est ça qui fait notre fierté. Absolument. Merci à tous. Avec mon frère, disons-nous les choses. Une émission que je suis
régulièrement. Je suis de tout cœur avec lui, je te soutiens et je te souhaite le meilleur pour la suite. On est ensemble. Ensemble pour la campagne de levée de fonds. Yes. On va les avoir. Ouais, on aime bien, mais il faut payer. Ah oui, 15 On est là, on va mettre un petit peu.